Pendant que la Francie occidentale est en train de devenir la France, que devient la Francie orientale? Eh bien, elle va s'organiser en empire qui se voudra le continuateur de l'empire carolingien. Charles III le Gros a été le dernier carolingien à régner sur un empire unifié. Et à sa déposition en 887, la Lotharingie fut morcelée en royaumes indépendants. Quant à la Francie orientale, elle eut encore des souverains carolingiens, dont le dernier fut Louis l'Enfant, qui mourut en 911, la même année que le siège de Paris par les Normands, et il fut le dernier carolingien à régner sur la Francie orientale. Et à sa mort, on élite un nouveau roi qui fut Conrad Ier, qui fut élu par les grands du royaume. Et un peu plus tard vint Henri Ier l'Oiseleur, qui fut le premier roi de Francie orientale à ne pas être même un franc. Et à partir de cette date, le roi fut constamment élu par les grands du royaume, et qui en réalité demeuraient eux-mêmes pleinement souverains. Il y avait donc deux souverainetés superposées. En 921, Henri Ier l'Oiseleur, qui règne sur l'ancienne Francie orientale, et Charles III le Simple, qui règne sur l'ancienne Francie occidentale, se reconnurent mutuellement, ce qui veut dire que l'empire carolingien n'était plus, puisqu'il reconnaissait qu'il y avait deux souverainetés tout à fait distinctes désormais. Cette reconnaissance mutuelle se fit par le traité de Bonn. D'ailleurs, à l'époque, la Francie occidentale parle déjà une langue romane, tandis que la Francie orientale parle le tudesque, une langue germanique. Les deux grandes parties de l'ancien empire carolingien ne se comprennent plus. C'est quelque chose qu'on a déjà vu apparaître au moment du serment de Strasbourg en 842, qui avait dû déjà être rédigé en deux langues. Quand le roi est élu, cela provoque évidemment des rivalités. Dès qu'il est élu, eh bien, tous ceux qui ont voté pour lui se disent « pourquoi pas moi la prochaine fois ?» Pour éviter cela, en fait, il va quand même exister des dynasties. Ainsi, Henri Ier l'Oiseleur va obtenir des grands électeurs qu'il désigne son fils comme son successeur. Et en effet, Othon Ier devint roi de Francie orientale. Il fut couronné à Aix-la-Chapelle en 936. Mais un peu plus tard, il remporta une grande victoire contre les envahisseurs magyars, les Hongrois, la victoire de Lechfeld, c'est près d'Augsbourg en Bavière, en 955. Et à la suite de cette victoire, que se passa-t-il? Ses soldats le proclamèrent empereur, comme au beau vieux temps de l'Empire romain. Et en effet, il fut couronné empereur à Rome en 962. Othon Ier mourut en 973, et à sa mort, ce nouvel empire ne fut pas partagé. Et il resta une monarchie élective. Et comme l'empereur régnait sur des seigneurs qui étaient eux-mêmes souverains, eh bien il s'appuyait sur l'Église pour maintenir l'unité de cet empire. Car l'Église formait un vaste réseau à travers l'empire, elle était donc un grand facteur d'unité. Ce partage du gouvernement entre l'empereur et l'Église s'appellera le césaropapisme. C'est l'empereur qui désigne les évêques puisqu'ils participent au gouvernement. Et très souvent, il nomme à des postes importants, notamment à celui de chancelier, qui est le ministre le plus important, des évêques. Et de même, l'élection du pape est soumise à une forte influence de l'empereur. Cet état de choses entraînera plus tard la querelle des investitures, qui fut marquée notamment par le voyage de l'empereur Henri IV à Canossa pour faire sa soumission au pape, en 1077. Je vous parlerai aussi du fils d'Henri IV, Henri V, qui eut l'idée d'envahir un jour la France sous le règne de Louis VI le Gros en 1124. Pour éviter que l'Empire n'entre en guerre civile à chaque fois qu'un empereur meurt et qu'il faut en élire un nouveau, eh bien en fait il va se constituer des dynasties. En 1137, ce sont les Hohenstaufen qui obtinrent la couronne. Le plus connu de cette dynastie, c'est Frédéric Ier Barberousse, qui mourut en 1190 au cours de la troisième croisade en se noyant dans une rivière. Cette dynastie prit fin avec Conrad IV en 1250, dont le fils Conradin sera d'ailleurs exécuté, pour ne pas dire assassiné, par Charles d'Anjou, le frère de Saint-Louis. Après l'extinction des Hohenstaufen commence le grand interrègne qui prendra fin en 1273 avec l'élection de Rodolphe Ier de Habsbourg. C'est Habsbourg, c'est une famille assez modeste, qui est originaire de Suisse, le château de Habsbourg se trouve en Suisse, et qui a été choisie parce qu'elle n'était pas trop importante, exactement pour la même raison qu'on a élu les Capétiens, et donc ce choix évite que les seigneurs les plus puissants ne s'entre-déchirent. Et peu à peu, la couronne devint héréditaire de fait dans cette famille de Habsbourg, mais elle resta en droit électif. Le paradoxe, c'est que le premier empereur de ce Saint-Empire romain, que les Français appellent germanique, mais qui n'est pas spécialement germanique, c'est Charlemagne, qu'on numérote Charles Ier dans la liste des empereurs. Mais Charlemagne est également numéroté Charles Ier dans la liste des rois de France.
Dans les deux cas, c'est assez absurde, car ni la France ni le Saint-Empire n'existaient à l'époque de Charlemagne, c'était l'Empire carolingien, dont le Saint-Empire se veut le continuateur, mais ce sont tout de même des empires un peu différents, et notamment parce que la Francie occidentale n'en fait pas partie.